Magnum, la plus célèbre agence photo du monde, célèbre ses 75 ans. À cette occasion, une bande dessinée, Magnum Génération, retrace notamment l'histoire des 4 fondateurs de l'agence. Un album dont le scénario est signé Jean-David Morvan, accompagné au dessin par Raphaël Ortiz, Citron et Arnaud Loquet. Les couleurs sont l'œuvre de Hiroyuki Ushima. Jean-David Morvan, bonjour. Vous êtes donc le scénariste. Cette BD retrace notamment l'histoire des 4 fondateurs de l'agence, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Georges Roger et David Seymour. Alors vous commencez avec celle de Robert Capa. Il meurt en 1954 en sautant sur une mine en Indochine. Alors pourquoi ces photos ont marqué des générations de reporters? C'est une bonne question pour commencer. En fait, l'album s'appelle justement Génération. Je pense que Robert Capa a commencé avec ses amis au moment de l'invention du photoreportage. D'ailleurs, il y a une 5e personne très importante dans cet album qui s'appelle Gerda Taro, qui est une femme qui a été la première femme reporter à mourir en reportage justement pendant la guerre d'Espagne. Et c'est une génération qui a formé les autres générations. Et en fait, cette bande dessinée, elle raconte leur vie à eux, mais on enchaîne après sur toutes les autres générations de photographes Magnum. Ce qui me semble important aussi de dire, c'est qu'il s'appelle Génération parce que nous sommes aussi la génération Magnum. C'est-à-dire qu'on a découvert le monde à travers les photos de Magnum depuis 1936, la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, etc. La Chine, Capa était en Chine à l'arrivée, avant l'arrivée de Mao, etc. Donc je pense que grâce à eux, toutes nos générations ont aussi appris le monde et faisaient le même travail que vous finalement. Alors Gerda Taro, on vient de le dire, était donc la compagne de Robert Capa. C'était une photographe aussi engagée. Qu'est-ce qu'elle a apporté, elle, de différent sur les événements? Quel regard différent elle a apporté? Je dirais que Gerda avait un regard très stratégique sur la manière de faire de la photographie et de se vendre en photographie, ce qui était sans doute moins le cas de Robert Capa, qui ne s'appelait pas d'ailleurs Capa. C'est Gerda Taro qui a trouvé son nom et qui a elle-même changé de nom. Pour donner un petit côté américain, ils ont repris Capra pour essayer de le changer un peu, qui était un grand cinéaste américain, qui était lui-même italien. Donc tout ça n'a pas vraiment de sens, mais elle essayait de réfléchir à ce qu'on pouvait faire stratégiquement pour que les photographes qui crevaient la faim quand même puissent gagner mieux leur vie. Et je pense qu'elle a été au démarrage de l'aventure Magnum, c'est-à-dire elle a instillé dans la tête de Capa sans doute cette idée de créer une coopérative où les photographes seraient leurs propres patrons, plutôt que de se laisser écraser par les journaux qui les envoyaient un peu où ils voulaient et après utiliser leur reportage comme bon leur semblait. Et ils ont voulu créer cette agence et elle est née en 1947. Alors malheureusement, Gerda Taro meurt en 1937 pendant la guerre d'Espagne. Ouais. Elle n'aura pas fait partie de l'agence. Non, c'est pour ça, c'est le fantôme de Oui, on de dit souvent qu'elle était dans l'ombre un petit peu. C'est compliqué, je pense qu'elle était effectivement un peu dans l'ombre de Capa. Aujourd'hui, elle est de nouveau reconnue et ça fait plaisir. Quand elle est morte, elle a eu un enterrement national. Aragon lui a payé un enterrement énorme, etc. Ce qui était assez fabuleux. C'est vrai qu'elle a été oubliée sans doute pendant un temps. Il ne faut pas oublier que tous les autres sont aussi oubliés. Donc finalement, Gerda Taro, parmi les photographes, aujourd'hui, est plus connue sans doute que David Seymour, que Georges Roger, bon, pas que Henri Cartier-Bresson, c'est un peu spécial, ou que Van Dievoort, qui a aussi été à toute l'origine, au tout début de l'origine de l'agence. Donc elle est quand même assez connue, mais c'est parce qu'on oublie des gens, des fois ils reviennent, ça dépend. Mais Gerda, elle mérite d'être connue, c'est une grande photographe. Alors qu'est-ce que ça veut sur le terrain, c'est le prix à payer pour vivre sa passion? Je crois, ouais. Puis pour se dire, on va aller risquer notre vie pour montrer à des gens quelque chose qu'ils n'ont pas envie de voir, mais qu'il faut qu'ils connaissent, c'est quand même assez dingue. Et je suis toujours impressionné par eux, vraiment, toujours. Alors, quelle relation entretenaient finalement les 4 fondateurs de l'agence? Qu'est-ce qui les unissait? Ils étaient amis? Je crois que c'est le plus important. Ils étaient amis. Pour la plupart, à part Cartier, Henri Cartier-Bresson, ils étaient émigrés. Ils vivaient dans le Paris des années 30. Ils avaient fui le fascisme et le nazisme qui arrivaient en Europe tout doucement. Donc, ils habitaient tous à Paris. Ils étaient au Dôme à Montparnasse. Et donc, ça les a sans doute réunis. Cartier-Bresson, il était dans la même mouvance idéologique, on va dire. Et là, il y avait beaucoup de gens. Il y avait aussi Brassailles, il y avait Kersertz, il y avait Isis, il y avait Douaneau, il y avait tous les grands photographes qui étaient là. Et puis les écrivains, etc. Donc il y avait une effervescence parisienne qui a basculé après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont tous partis habiter et travailler à New York. Et donc c'était intéressant aussi de raconter cette bascule culturelle entre la France d'avant-guerre et puis les États-Unis d'après-guerre,
où finalement l'art s'est transposé d'un côté à l'autre et passé de l'Europe aux États-Unis. Alors comment expliquer finalement le succès de l'agence Magnum? En quoi est-elle différente des autres agences? On parle souvent de l'esprit Magnum. Oui, je pense que c'est une communauté d'amis, donc je pense que ça joue beaucoup. Il n'y avait pas de patron fixe, même si après ça peut se discuter, mais on va dire que... Pas de rivalité, pas de jalousie? Oui, il devait sans doute y en avoir, mais en tout cas, pour ce qui est des fondateurs, c'était vraiment des amis. Je pense qu'ils se sont soutenus tout le temps. Donc ça, c'est, je pense, très important. Ensuite, ils avaient un objectif à atteindre, c'est-à-dire d'acquérir leur indépendance. Donc ça les emmenait au combat finalement d'une manière assez forte. Ils se sont partagés le monde entre eux. C'est pour ça que Cartier-Bresson s'est retrouvé en Chine en 49. Et puis, je pense que l'idée, c'est, enfin, le fondement, c'est la coopérative. C'est vraiment le fait de décider ensemble de son avenir et de ne pas avoir un patron qui fait tout autre chose que de la photo et qui va prendre des décisions qui, sur le terrain, ne mènent à rien. Donc, je pense que c'est ça. Alors, face aux guerres, la photographie est un apport fondamental du journalisme, selon vous? Oui, et toujours, je pense. Oui. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'idée de l'image fixe. Je pense que ça capture un moment du monde qui est très intéressant. On ne peut pas dire que l'image ne ment pas. Comme je dis toujours, on peut prendre une photo de quelqu'un, une seconde après, et en prendre une autre. Une fois, il aura l'air joyeux, une fois, il aura l'air triste. Après, c'est une question d'éthique du photoreporter de choisir le moment qu'il a choisi. Et ça aussi, ça joue dans l'esprit Magnum. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à ce qu'on publie leurs photos, mais aussi les notices. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas que des journalistes réinventent le monde dans lequel ils étaient. Donc, il fallait, si on voulait travailler avec Magnum, écrire aussi le texte qu'avaient donné les journalistes pour resituer dans leur contexte. Donc ça, c'est vraiment de l'éthique, je pense. Merci beaucoup pour cet entretien, Jean-David Morvan. Je rappelle le titre de la BD, Magnum Génération. Merci. Et